c'est un sujet qui est très 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 délicat, parce que je vous dis tout de suite que les diurétiques sont indispensables. On pourrait les supprimer complètement de la pharmacopée, ça serait plus simple, mais non, on ne peut pas. Ils sauvent des vies, ils sont essentiels. Mais les diurétiques sont dangereux, ils tuent des patients, ils sont à l'origine d'une iatrogénie, d'une morbimorbidité, et vous voyez qu'on est donc condamné à apprendre à bien les utiliser. Comme si ça ne suffisait pas, beaucoup de gens les utilisent car ils sont très efficaces. Les diurétiques font pisser. Et comme nous avons la vision un peu courte, que nous regrettons de ce qu'un patient ne pisse pas, nous sommes satisfaits de le voir repisser. Sans se poser la question qu'on devrait se poser, suis-je purement symptomatique ou est-ce vraiment éthiopathogénique? Est-ce que le fait de le faire repisser de force correspond à la lutte contre un mécanisme endogène qui le faisait ne pas pisser? Vous voyez, toute la iatrogénie potentielle est là. Alors donc, on va regarder pourquoi quelqu'un ne pisse pas et dans quel cas il faut le faire repisser de force avec des diurétiques. Et puis après, il nous restera la mission très délicate d'aller convaincre nos confrères néphrologues, cardiologues ou vieux anesthésistes réanimateurs qui en font sans réfléchir depuis des années en se disant « Oh, ben, j'ai jamais tué personne, enfin pas comme ça », tout simplement parce qu'on a du mal à se rendre compte des effets délétères de ces produits-là. Alors ce que je viens de vous dire, c'est étayé par la littérature. Je ne vais pas revenir à la littérature parce qu'on y passera beaucoup de temps, ce d'autant qu'elle est d'analyse extrêmement complexe. Mais globalement, vous avez deux familles de papiers, la JAMA et Critical Care Medicine. L'un dit les diurétiques augmentent la mortalité, l'autre dit les diurétiques n'augmentent pas la mortalité. Allez les lire. Vous allez vous rendre compte que dans le case mix, c'est-à-dire dans le choix des patients qui sont rapportés à l'intérieur des études, on comprend assez pourquoi l'une conclut ceci et l'autre conclut cela. Mais qu'importe, vous comme moi, je pense que je ne suis pas intéressé par une réponse globale du type la 2-butamine tue ou pas, les digitaliques tuent ou pas, les diurétiques tuent ou pas. Ce que je voudrais, c'est pouvoir, chaque fois que je prescris l'une de ces substances à l'un de mes patients, le faire dans les situations de bon escient. Autrement dit, apprendre à m'en servir. Alors, si on regarde les études quand même, bon bah c'est simple, hein, vous avez des études petites, monocentriques, 126 patients, 3 groupes, dopamine, furosémide, placebo. Le furosémide, on observe chez les patients une variation de créate qui est plus importante qu'avec la dopamine et le placebo. Comment est-ce que vous interprétez ça? Après ce que vous a dit Mathieu ce matin, il y a un piège à déjouer. Les diurétiques font pisser. Ils font pisser de l'eau, pas tellement de la créate. Donc les diurétiques hémoconcentrent. Si on est hémoconcentré, c'est normal que la créate monte. Dans cette situation-là, la créate n'est plus un indice de la fonction glomérulaire. Autrement dit, cette étude qui pourrait vous convaincre qu'il ne faut pas faire de diurétique parce que ça abîme la fonction rénale, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai. Il faut se méfier, il y en a beaucoup qui utilisent la créate comme indice de santé rénale alors qu'on fait des diurétiques. L'espace de distribution de la créate étant changé, il faut ranger ça. Vous voyez, ça enlève déjà pas mal d'études. Kantarovich 2004, il y a 12 ans déjà, prospectif randomisé, 338 patients, critère de jugement principal, la mortalité, c'est la chirurgie cardiaque, et les critères de jugement secondaire, c'est le besoin d'épuration extrarénale, le temps pour atteindre une diurèse de 2 litres et le temps pour atteindre une créate inférieure à 200 micromoles. Résultat, survie et durée de récupération non différentes entre les deux groupes, ceux qui en reçoivent et ceux qui n'en reçoivent pas. Ceux qui reçoivent un diurétique pissent plus et plus vite. Bref, les diurétiques sont diurétiques. Comment ça marche? On a vu tout à l'heure comment ça marchait au niveau tubulaire, mais il ne faut pas perdre de vue que quand on enlève de l'eau du plasma d'un patient, comme on l'a vu en épuration extrarénale ce matin, on enlève l'eau du plasma du patient. On n'enlève pas l'eau de l'œdème pulmonaire. On n'enlève pas l'eau des lombes, ou des jambes, ou de l'endroit où l'eau se voit cliniquement. On enlève l'eau du plasma. Et donc la question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'une fois que j'aurai rendu mon patient hypovolémique, il va le supporter, de façon visible et non visible, et comment, une fois que j'aurai rendu transitoirement mon patient un peu hypovolémique, il va être capable d'aller capter l'eau présente là où je veux l'enlever, dans l'œdème, pour la remettre dans le plasma pour que je puisse refaire mon diurétique jusqu'à ce qu'il pèse le poids de mes rêves. Vous voyez, toutes ces questions-là sont des très bonnes questions. Et vous imaginez assez bien la situation du patient en état de choc septique qui ne pisse pas,
qui a une perméabilité capillaire telle que pour le maintenir à une pression artérielle, un débit convenable, vous le remplissez en permanente, avec ce que vous voulez, du Ringer physiologique et tout ça. Et ne pissant pas, vous êtes tenté par le diurétique. Quelle bêtise! Vous allez demander au rein de faire fuir du liquide que vous vous évertuez à mettre, alors que lui-même ne fait rien d'autre que son job de rein, c'est-à-dire s'est rendu compte que la situation était très délétère en termes d'équilibre hydrosodé, et que donc, pour aider l'organisme, il convenait de réduire la filtration glomérulaire, quitte à faire monter un peu la créate. Ce qu'on appelle l'insuffisance rénale fonctionnelle, qui n'est pas vraiment une insuffisance rénale, c'est une adaptation fonctionnelle qui est bienvenue, qui vise à épargner les liquides dont on ne veut pas se débarrasser. Faire un diurétique chez un tel patient est bien sûr une pure bêtise. Ça va? Vous adhérez? Donc il faut bien avoir en tête la physiologie rénale avec son histoire d'artériole afférente, d'artériole efférente et de fermeture de la filtration glomérulaire lorsque le patient s'estime être hypovolémique. Les ARSOS sont les agressions rénales secondaires d'origine systémique. Elles sont extrêmement fréquentes et nous faisons du mal à la fonction rénale des patients régulièrement sans s'en rendre compte. Les toxiques, on les a cités ce matin, aminosides, colimycine, etc. Les produits de contraste. Les IEC et les AINS, typiquement, il faut les arrêter quand on a la possibilité de le faire, les titrer et faire en sorte qu'un patient qui les reçoit ne court aucun autre risque rénal. Et j'irai jusqu'à dire que chez ces patients-là, il est hors de question d'utiliser les diurétiques parce que le risque qui serait petit chez un autre patient sont majorés chez eux du fait de la persistance de leur imprégnation par ces médicaments-là, qui, je vous le rappelle, vont respectivement inhiber l'artériole post-glomérulaire ou pré-glomérulaire. La déshydratation va avec les diurétiques. Réduction des bicides sanguins rénales, vous le savez. Je vous ai parlé ce matin de ce diagramme qui montre l'équilibre des forces entre la volémie et le secteur extravasculaire à propos de l'épuration extrarénale. C'est exactement la même chose avec un diurétique. La pression oncotique et la pression hydrostatique issue des battements cardiaques s'équilibrent. Si vous arrivez avec votre diurétique, cette fois-ci ce n'est pas avec votre père patient, vous allez sortir de l'eau du plasma et le patient se trouve avec une hypovolémie transitoire. La question est de savoir, est-ce qu'elle est importante ou pas? Alors souvent nous avons pour critère de jugement l'hémodynamique, pour savoir si on a enlevé trop d'eau. Ouais? Quoi en hémodynamique? Quand vous faites un diurétique, vous surveillez comment l'hémodynamique? Ouais, il faut que la pression artérielle ne baisse pas. Hein. Non, d'accord. Hein. On a vu, secteur résistif, la pression artérielle, elle baisse, c'est déjà drôlement trop tard. Me dites pas que chaque fois que vous donnez un peu de diurétique, vous allez faire une non-variation d'ITV vers le négatif. Hein? Non, je ne crois pas. Autrement dit, on donne le diurétique sur « oh, il faudrait qu'il perde de l'eau ». Et puis voilà. Ben non. Vous avez plein de patients qui vont réduire leur débit cardiaque, leur volume d'éjection systolique, leur ITV, vous appelez ça comme vous voulez, du fait d'une administration de diurétique. Alors attention, trop diurétique ou trop vite. En fait, c'est simple. Si un patient ne pisse pas en réponse au diurétique, vous ne pouvez pas lui avoir fait de mal. Peut-être à l'oreille, mais pas au rein. Mais s'il pisse, vous avez alors l'affreux. Je lui ai fait du furosémide, il répond bien au diurétique. Mais c'est affreux. Super, il a pissé 1 litre. Vous voyez le litre perdu de l'œdème pulmonaire, perdu des lombres, mais vous ne voyez pas que perdre 1 litre en 1 heure veut dire qu'il y a eu une réduction du volume plasmatique d'1 litre en 1 heure. Et donc toute la question du refilling est là. Est-ce que ça a pu lui faire du mal ou pas? Non, regarde, sa lactatémie n'a pas bougé. Heureusement, c'est quelque chose de super robuste. Et en fait, l'hypoperfusion tissulaire peut avoir altéré certains organes. Lesquels? Quels sont les organes qui sont très sensibles à l'hypoperfusion tissulaire lorsqu'on est enclin à faire un diurétique? Digestif, vous verrez ça chez les polyvasculaires très pourris et tout, qui effectivement, après une grosse chirurgie vasculaire, reçoivent du diurétique pour pouvoir les extuber et font l'infarctus mésentérique. C'est pas rare du tout.
Mais chez davantage de patients, jeunes, polytraumatisés, des choses comme ça, choc hémorragique et tout, vous avez, et Mathieu n'a pas eu le temps de vous en parler beaucoup ce matin, ce qu'on appelle la réduction du capital rénal. Le rein est un organe muet, terriblement discret. Nous avons le double de néphrons que ce qui est nécessaire, même plus. Et lorsque vous avez eu une atteinte rénale sur un choc hémorragique ou quelque chose comme ça, vous reprenez votre diurèse. On dit tout va bien. D'ailleurs, vous signez vous-même le compte-rendu en disant restauration de la créatinine antérieure. Et vous pensez par là, je pense en tout cas, restauration de la fonction rénale antérieure, restauration ad intégrum, guérison de la maladie rénale. Si on allait faire une ponction biopsie rénale à ce moment-là, on verrait que 50% des néphrons sont nécrotiques. Le patient sort mononéphrique. Dans 6 mois, 1 an, il aura 60% de sa fonction rénale initiale. Et c'est ce qui explique que pour un oui ou pour un non à 70 ans, il montera sa créate davantage qu'un autre. Il a une cicatrice rénale, si vous voulez. Cette notion est un petit peu nouvelle. Ça fait juste quelques années qu'on s'intéresse à l'étude de la fonction rénale à distance d'un séjour en réanimation et d'une agression rénale, et on découvre des choses de ce type-là. Chez ces patients-là, faire une hypovolémie transitoire, j'ai bien répondu à 1 litre de diurétique, ça induit à coup sûr une hypoperfusion rénale d'un rein qui est en train de restaurer sa fonction. Et ça, on sait depuis les travaux de Conger et Keller, 2 néphrologues nord-américains qui ont fait des modèles animaux chez des souris, que le rein, lorsqu'il est en train de cicatriser, il est terriblement sensible aux nouvelles agressions. Vous l'avez peut-être vous-même vu d'ailleurs en clinique, c'est le patient qui fait un choc hémorragique de la mort, là il s'en est sorti, il a été dialysé 1 jour ou 2, voire pas du tout, alors qu'il a été anurique pendant plusieurs heures, et puis à J5-6, là il n'est pas encore extubé, il fait une pneumopathie acquise sous ventilateur, Apio, il baisse un peu la pression, mettez un peu de Noradret, tout va bien, c'est bon, les bons antibiotiques, et là, il arrête de pisser complètement. Vous avez déjà vu ça? C'est l'agression, l'insuffisance rénale un peu exagérée, quoi. Il fait un gros choc, rien, là un petit rien du tout, plus rien. Bon, ça correspond exactement au modèle de rat de Conger et Keller, c'est-à-dire qu'il avait en fait quelques néphrons qui lui permettaient de faire illusion et qu'un petit choc a mis. Donc les diurétiques sont dangereux pour ça chez les patients qui ont souffert du rein. Et comme très souvent on l'utilise chez les patients qui viennent de souffrir du rein, vous voyez que c'est complètement inaccessible au jugement clinique cette chose-là. On ne fait pas des ponctions biopsie rénale. On est obligé d'y aller à l'aveugle. Il est sous IEC, il a une créate un peu élevée, il n'a pas le capital néphronique imaginé, il a souffert du rein récemment, donc j'y vais super mollo sur les diurétiques parce que c'est un patient à risque de déshydratation et d'hypoperfusion. Je vous passe tout ça parce qu'on l'a vu ce matin. Donc lorsque vous avez envie de faire des diurétiques, je vous engage à faire une checklist, comme avant de décoller un Airbus. D'abord, il faut que ce que vous faites sans doute moins souvent, moi non plus d'ailleurs, vous estimez d'abord que le débit urinaire est inadapté. Ça va sans dire, mais si jamais vous apportez peu au patient et qu'il ne pisse pas beaucoup, ça se trouve, c'est normal. Donc il faut vraiment mettre en évidence le fait que c'est inapproprié, qu'il est oligurique alors qu'il ne devrait pas. Un patient qui est encore en état de choc, c'est normal qu'il ne pisse pas. Merci au rein de ne pas le faire pisser, donc c'est tout à fait logique qu'il ait un petit débit urinaire. Deuxième point, il faut qu'il y ait une surcharge hydrosodée. On ne va pas enlever de l'eau et du sel de quelqu'un qui n'en a pas assez. Attention, jamais de diurétique chez un patient hypernatrémique. Vous dites oui, mais... Hein. Un patient qui est hypernatrémique, c'est un patient qui est déshydraté. Jamais de diurétique chez un patient déshydraté. Oui, je suis d'accord, on ne va pas lui donner du G5 ou de l'eau dans la sonde gastrique. Ben si. Et vous allez voir, d'ailleurs, souvent il se passe un truc amusant, ils se mettent à pisser, tout seul. Vous n'avez pas le temps de sortir le diurétique de deuxième intention que déjà ils ont repris leur diurèse. Et si vous voulez faire cette espèce d'hémofiltration, finalement, je fais sortir au diurétique de l'eau salée, je mets à la place de l'eau douce, allez-y. Enfin, c'est hyper difficile. Commencez en tout cas par l'apport d'eau douce avant de faire sortir l'eau salée au diurétique. Troisième point, on l'a évoqué ce matin à la faveur de questions, liberté des voies excrétrices. Ce n'est pas un slogan, c'est une recommandation. Le petit coup d'écho quotidien sur le cœur et tout, allez, descendez sur la vessie. On se ridiculise facilement, autant que ça reste entre nous.
de trouver un globe chez quelqu'un qui est dialysé, parce que la sonde urinaire, il n'en a pas, elle était enlevée il y a quelques jours, on ne le savait pas, on l'avait oublié, elle est bouchée, etc., etc. Donc ça va sans dire, c'est facile, mais enfin on se ridiculise au moins une fois par an, enfin moi en tout cas. Débit circulatoire adapté. Je vous l'ai déjà dit à propos du débit urinaire jugé inadapté, mais évidemment, si la SVO2 est extrêmement basse, qu'il faut le transfuser, que le lactate est élevé et tout, l'heure n'est pas à la reprise de la fonction rénale. Le rein est très sensible. Mathieu vous le disait ce matin, parfois le premier signe de la survenue de quelque chose qui ne va pas aller dans les heures qui viennent, c'est une oligoanurie. Donc quand les choses ne vont pas, vous avez toujours l'oligoanurie. Risque rénal faible, j'en ai déjà parlé. Quelqu'un qui a 110 de créate, réfléchissez à 2 fois avant d'en faire. Quelqu'un qui est sous IEC, AINS, A2, tout ça, pareil. Quelqu'un qui sort d'un grand choc hémorragique, voilà. Et puis absence d'hypokaliémie, parce que ça, les diurétiques de l'anse, tout le monde sait qu'ils rendent hypokaliémiques. Tout le monde, hein. Mais si tout le monde le sait, pourquoi dans toutes les réas du monde, le matin, le réanimateur passe avec les ionos pour rajouter du potassium? Puisqu'il le savait la veille. Il savait la veille que c'était qualitativement hypokaliémiant, il ne savait pas la veille que c'était quantitativement hypokaliémiant de temps. Sinon, il aurait pris les devants. C'est très difficile de prédire l'intensité d'une hypocalémie induite par des diurétiques de l'anse. En gros, souvenez-vous que les patients hyponatrémiques, qui ont peu de sodium dans le plasma, il va y avoir une compétition au niveau tubulaire pour que le chlorure qui n'est pas pissé parte avec un cation, et que s'il est hyponatrémique, il y a plus de chances qu'un potassium et du magnésium et du calcium arrivent à partir avec. Donc les patients hyponatrémiques seront plus volontiers hypokaliémiés, si je puis dire, que les normonatrémiques. Et les hyper, il ne faut pas leur faire de diurétique. Donc voilà les 6 points de la checklist. Attention, faites pas ça à J1, 80 mg x 4 et c'est parti, il remonte en ortho et vous allez chercher à J10 pour anurie avec créate à 500 parce qu'on n'a pas arrêté de lui donner consciencieusement son diurétique tous les jours. Donc il va falloir borner dans le temps et dans l'intensité votre prescription tout en vérifiant cette checklist de façon régulière. 2 cas particuliers, le patient de néphro, le patient de cardio. Ces patients-là respectivement reçoivent des doses énormes de diurétiques que le cardiologue ou le néphrologue ont mis des mois à trouver par titration en partant du bas et en augmentant. Elles sont adaptées au régime stationnaire alimentaire hydroélectrolytique du patient. Mais le jour où il rentre à l'hôpital, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce régime alimentaire, il est modifié. Hein, vous avez déjà pris une garde. Vous voyez ce qu'on vous donne à boire et à manger. Même vous qui êtes en bonne santé, vous êtes ébranlé dans votre petit être intérieur par ces modifications quantitatives et qualitatives, je ne vous dis pas. Donc, le patient qui vient pour se faire opérer, je te mets à jeun, ah non, finalement, tu n'es pas opéré maintenant, mais c'est demain, bah tiens, vous mangez un yaourt, ah ben non, parce que vous allez au scanner, et tout, vous imaginez ce que ça peut donner, il est très loin de l'état stationnaire. Je dis ça parce que souvent on entend dire, je l'ai mis sous diurétique parce qu'il est sous diurétique d'habitude. Sauf que d'habitude, il en a besoin, alors que maintenant, pas forcément. Le patient qui n'a pas d'apport hydrique, il n'a aucune raison d'être sous diurétique, même s'il avait des très bonnes raisons de l'être quand il était sous apport hydrique chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première chose à faire, quand il arrive en réa, je sais parmi vous, même en anesthésie, ce patient-là, c'est d'arrêter le diurétique et de le reprendre, mais avec à nouveau une titration en partant par le bas, toujours adapté aux circonstances pour ne surtout pas prendre le risque de le déshydrater alors qu'il est en déficit d'hydratation. Vous voyez ce que je veux? Je vous raconte que des évidences, hein, je suis désolé. Mais c'est juste pour lutter contre le réflexe trop d'eau diurétique, qui va générer des bêtises. Donc, il y a des situations où on doit prescrire un diurétique. L'OAP par surcharge. J'ai mis trop d'eau salée dans le malade, c'est iatrogène. L'OAP par sevrage de ventilation mécanique, ça ressemble aussi. Le danger, c'est qu'il pisse plus que je n'en avais apporté trop. Donc là, il va falloir titrer le diurétique. L'hypercalémie menaçante, il y a mieux, hein. Du patient qui pisse encore, glucose, insuline. C'est le remède numéro 1 de l'hypercalémie, c'est glucose, insuline. Oubliez le bicard, le calcium, l'hyperkaliémie, c'est des cerises sur le gâteau, mais je veux bien les cerises, mais il faut qu'il y ait le gâteau. La dialyse, si vraiment il le faut, viendra derrière. On peut prescrire des diurétiques. L'OAP par insuffisance ventriculaire gauche, le cardiaque. C'est un traitement symptomatique. Hein. Pour faire bien, il faudrait changer le cœur.
réparer la valve ou je ne sais pas quoi. Donc il faut un traitement étiologique associé. Le danger, c'est que ça ne marche pas, ou pire, d'avoir un effet plus grand que celui qui est attendu, de rendre le malade vite. Parce que le patient insuffisant cardiaque, il n'a plus de courbe Frank-Starling, de belles courbes bien curvilignes. Il a une droite. Et donc, quand vous allez le vider, eh ben, il va lamentablement passer en précharge dépendance immédiatement. Ça va être très très mal supporté. Vous risquez d'avoir à le remplir. Et comme il y a pas mal de chances que vous ne soyez pas à la bonne quantité au bon moment, il va être déstabilisé, passer en réa, il peut partir vraiment en torche. Retarder le recours à l'épuration extra-rénale, oublié. Inflation hydrosodée, c'est l'indication la plus fréquente. Donc là, il va falloir faire très attention à ce que je vous disais tout à l'heure. Faire attention à ne pas trop remplir les patients à l'époque où on les remplit. Les plus gros utilisateurs de diurétiques sont les plus gros remplisseurs. Vous avez appris l'hémodynamique fine. Ouais. L'échographie, le delta ITV, le delta PP. Optimiser le volume d'éjection systolique ne veut pas dire obtenir le plus gros volume d'éjection systolique qu'il est possible d'avoir. Ça veut dire obtenir celui qui permettra au patient d'avoir un lactate normal et de bien vivre sans l'avoir trop rempli. C'est ça optimisation. Hein. Une optimisation, c'est un minimum et un maximum à la fois. C'est ce qu'il faut pour. Sur deux causes antagoniques. Donc il vaut mieux garder un patient un petit peu vide, à lactate bas et qui circule bien et qui reprend sa diurèse, que de le mettre super plein, parce que c'est vous-même dans 3-4 jours qu'il trouverait super plein et voudrait qu'il devienne super vide. On ne traite pas un excès par un excès. Donc il faut qu'il y ait vraiment une indication à lui faire perdre ses liquides et surtout que vous ayez identifié le motif d'antidurèse. Situation enfin où on ne doit pas prescrire un diurétique, c'est évident, hein, la déplétion hydrosodée, c'est tellement évident, j'ai honte de vous le dire, mais c'est néanmoins terriblement habituel. Patient hyperchloronatrémique qui reçoit des diurétiques, patient dont l'examen hémodynamique atteste sa vacuité et qui reçoit quand même le diurétique, tellement ça nous ferait plaisir de le voir pisser. Alors il y a un truc terrible avec les diurétiques, c'est que quand on en fait, s'il y a un rein, ça marche. Toujours, que le patient en ait besoin ou pas. Et souvent on utilise l'argument que ça a marché pour en refaire. Il a bien répondu au diurétique, donc on en refait. Vous connaissez ça, vous avez déjà vu. Genre, mais pourquoi tu as fait un diurétique qui est complètement vide? Ah bah écoute, peut-être, mais en tout cas il a bien répondu. C'est pas un argument. L'hypernatrémie, j'en ai parlé. Le retour veineux limitant, j'en ai parlé. S'il vous faut des recommandations internationales publiées et tout, vous avez Cadigo. Pas de diurétique pour prévenir une agression rénale aiguë, pas de diurétique pour traiter une agression rénale aiguë, sauf la prise en charge d'une surcharge hydrique, le fluid overload, c'est ce que je vous ai raconté. Il manque quand même la précision, fluid overload riche de conséquences, qui empêche d'extuber le patient. Je préfère prendre un petit risque rénal et le voir ce soir extubé, que lui faire courir le risque d'une pneumopathie acquise sous ventilateur. Je vais le faire, mais en faisant super attention. Alors en pratique, faites la checklist dans un premier temps, puis titrez vos diurétiques en partant par le bas, jamais par le haut. Quand un patient répond bien au diurétique et qu'il vous sort 1,5 litre, vous avez fait une bêtise. Vous avez fait une terrible bêtise. C'était trop. Donc commencez par des doses ridiculement faibles. 0,15 mg kg toutes les 4 heures. Ah oui, je vous ai dit ridicule, ça ne me fait pas peur. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas répondre. Vous n'avez pas fait de mal. Maintenant, vous savez. 4 heures après, 0,30. 4 heures après, 0,60. Vous titrez par le bas, comme la morphine. Ça ne vous vient pas à l'idée de faire 6 mg de morphine IVD à quelqu'un qui a mal. Oh, il a bien répondu à la morphine. Oui, mais il ne respire plus. Oui, mais il a bien répondu. Hein? Bon, là, c'est exactement pareil. Vous faites la dose qu'il faut pour qu'il pisse le volume raisonnable et pas plus. Et vous allez en permanence changer. C'est pour ça que je suis très hostile au diurétique au pouce-seringue, parce que le pouce-seringue, je le prescris, je vais faire autre chose, et puis on verra demain, alors que les dégâts ont pu survenir entre-temps. C'était la bonne dose pendant 8 heures, à partir de 19 h hier soir, c'est devenu la catastrophe, et là maintenant, je le trouve tout vide, tout sec, il a bien pissé, il est déshydraté, j'ai abîmé son rein, parce que j'ai mis un pouce-seringue. Donc, mettez toutes les 4 heures et demandez aux infirmières de vous prévenir pour vos répétitions de doses et
vérification des changements éventuels. Alors voilà par exemple un exemple. Furosémide 10 mg x 4, chez un adulte c'est très très peu. Faites-le, vous allez voir, il y en a qui vont, alors qu'ils pissaient 200 par tranche de 4 heures, ce qui ne fait pas beaucoup, 1,2 litre par jour, ils vont passer à 400, ce qui fait 2,4 litres. C'est bon, c'est juste ce que je voulais. Le lièvre et la tortue, s'ils pissent 2,4 litres tous les jours pendant 5 jours, c'est gagné. S'ils pissent 6 litres aujourd'hui, que je le dialyse demain, c'est perdu. Donc, voilà, tout le temps comme ça. J0 sur 1, comme les antibiotiques. Pas un jour de trop avec une thérapie diurétique. Surtout si le patient échappe à votre vigilance. Passe en USC, va en orthopédie ou ailleurs, où là ils vont maladivement respecter la prescription du réanimateur, laquelle était peut-être appropriée à l'époque, mais ne l'est peut-être plus maintenant. Surtout que les apports peuvent avoir tendance à ne pas être contrôlés et à être baissés. Et puis dernier point, prévenir si la diurèse est supérieure à, et vous mettez une borne qui vous paraît être celle que vous seriez ennuyé de voir dépasser. Vous voyez comment rendre très compliqué quelque chose de simple. Mais franchement, vous allez faire du bien à plein de patients et mieux utiliser les diurétiques. Alors, oui? Oui. Lesquels? Buténamide ou mannitol? Mannitol, c'est un diurétique osmotique qui n'a vraiment pas sa place en réanimation en dehors de l'œdème cérébral, de la volonté de faire monter l'anatrémie d'un patient. Bon, les Américains en font encore un petit peu. Non, je vous choque? Vous connaissez les gens qui font du mannitol comme ça? Bon, après, il y a les diurétiques, les thiazidiques. C'est des produits qu'on utilise plus en médecine générale, en cardiologie, pas trop en réanimation. Il y a des grosses variabilités de réponse. Ils sont assez peu maniables. Et puis les spironolactones, c'est un marché très particulier, d'insuffisance hépatique, quelque chose comme ça. Donc bumétamide, comment ça s'appelle déjà? Je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Burinex, merci. Burinex et l'Azilix furosémide sont ces deux produits qui n'ont pas exactement le même point d'impact. Certains vous diront c'est synergique. Méfiez-vous des gens qui vous disent c'est synergique, ils ont raison, mais c'est des fous furieux. Parce que si un ne leur suffit pas et qu'ils ont besoin de deux, ils ont double raison de réviser leur point de vue. Attention, ce que je vous dis n'a aucune valeur en néphrologie et en cardiologie. On peut avoir besoin de l'association des deux chez des patients à qui il faut le gramme par jour pour les faire pisser 500 ml. Mais un patient qui a besoin de doses importantes pour pisser beaucoup, il a une atteinte rénale sous-jacente. Oui. Pas de diurétique pour médication éventuelle? J'ai dû aller un peu vite. Dépression hydrosodée. Oui. Non, c'est les circonstances. On va y arriver. Bon, en pratique, quand on fait des diurétiques, c'est qu'on est embêté par une oligoanurie. Ouais. Donc je vous incite à trouver la raison de cette oligoanurie. Vous avez un truc qui ne coûte pas cher, qui est beaucoup plus efficace que l'échographie. Lorsque le patient est capable de vous parler, vous lui posez la question: est-ce que vous avez soif? Vous, ça vous arrive de boire quand vous n'avez pas soif? Happy hours mis à part. Ben non, c'est super bien fait. La vasopressine, on la sécrète, elle est à 0 dans le plasma, et on commence à la sécréter à l'instant où on a la bouche sèche, on se dit tiens, je boirai bien. Et elle va, je n'ai pas la diapo là, c'est dommage, elle va croître dans le plasma selon une relation, on ne peut pas faire plus simple pour une fois, qui est comme ça. 0 vasopressine, là c'est la concentration de vasopressine plasmatique, il y en a 0, et là c'est l'intensité de la soif. C'est aussi l'anatrémie, c'est aussi l'osmolarité. Le travail a été fait avec différentes échelles. Donc quand le patient vous dit je pisse pas du tout, que c'est pas bouché, rien du tout,
Et est-ce que vous avez soif? Il vous dit non. Attendez, attendez. Alors attention, la soif, c'est traître, surtout en salle de réveil. Les patients ont la bouche sèche, donc passez une compresse avec de l'eau dans la bouche pour la rincer, éventuellement faites-lui boire un demi-verre, et après on répond mieux à la question est-ce que vous avez soif ou pas. Et si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas soif, rangez l'échographe, ou alors vous cherchez dans le cardiaque ou autre chose, mais rangez, vous mettez un cathéter, mais rangez l'échographe pour faire une évaluation hémodynamique. C'est beaucoup plus précis que n'importe quelle évaluation hémodynamique, pourtant je ne vous sous-estime pas au plan échocardiographique. Bon, donc ça c'est le premier truc. Cherchez les toxiques. Et les toxiques, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. L'artériographie hier, la créate qui est un petit peu élevée, le produit de contraste au bloc. Regardez l'hémodynamique, hein, ça va sans dire. Cherchez les douleurs, les nausées, les vomissements. La douleur est antidiurétique, les nausées sont antidiurétiques, les vomissements, c'est une forme extrême de nausée, sont antidiurétiques. Quand on donne des morphiniques, on traite la douleur, mais on induit des nausées éventuellement, et on apporte des morphiniques. Donc vous avez en période périopératoire absolument tout ce qu'il faut pour que le patient ne pisse pas. La ventilation mécanique en pression positive, ce qui est ce qu'on fait au bloc opératoire à part en ALR en spontané, est antidiurétique. Le patient n'a pas bu, n'a pas bien mangé depuis un jour ou deux pendant qu'on le préparait pour l'opérer, c'est aussi antidiurétique. Donc à la limite, ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il existe une adaptation physiologique hormonale qui utilise le système rénine-angiotensine, les catécholamines et plein d'autres choses qu'on ne connaît pas, les facteurs natriurétiques et tout, qui met le patient en état d'antidiurèse adaptative, physiologique au bloc opératoire. Donc votre mission en salle de réveil chez ce patient olygurique, c'est pas de force de le faire pisser au diurétique, c'est de vous assurer que tout ce qui est là, check, check, check. Soif, s'il est inconscient, on ne va pas utiliser la soif, s'il est inconscient, vous l'utilisez. Vous faites l'écho, ouais, non, il a une veine cave, il a une ITV, quand je lui lève les jambes, qu'on remplit un poids, l'ITV ne bouge pas beaucoup, mais il ne pisse pas. Ah, j'ai mal, ah, je vomis et tout, on traite ça. Et vous voyez, quand vous avez tout traité, eh bien, il vous manque encore un truc, le temps. Vous attendez. Vous allez faire votre vérification que tout va bien de façon itérative toutes les heures, toutes les 2 heures, pendant le temps de l'oligurie. Je vous promets que si tout va bien à chacune de vos vérifications ou que vous anticipez immédiatement une petite dérive, 7-8 heures plus tard, c'est-à-dire le temps que le système hormonal se corrige, le patient reprend sa diurèse. C'est là que le Doppler rénal a une très bonne place. Mathieu vous en parlait ce matin. Le Doppler rénal est tout à fait inefficace pour prédire est-ce qu'un jour le patient sera dialysé ou pas. Comme la pression artérielle et la dialyse, il y a un vague lien, mais enfin, c'est pas idéal. En revanche, si votre patient ne pisse pas, que tout ça va bien, et que le Doppler vous dit qu'il y a un indice de résistivité à 0,75, vous pouvez dire à dans 2 heures, parce que tout va bien, vous allez repisser dans les heures qui viennent. Si votre Doppler il est très élevé, continuez à chercher, vous allez forcément trouver un autre truc qui ne va pas. Il faut faire un Doppler de l'artère rénale bilatérale, enfin bon, cherchez des tas de trucs, il y a quelque chose. Donc il est bien pour les situations d'exception, c'est-à-dire tout va bien et il ne pisse pas, ou alors éventuellement tout va mal et il pisse, ça c'est quand même très rare, mais le Doppler vous parlerai aussi. Une fois que vous avez fait ça, pour l'échographie je vous en ai parlé, ne passez pas à l'as la liberté des voies urinaires, hein, ça va sans. En fait, il va vous falloir énormément de self-control pour attendre que tout s'arrange, en mettant en permanence en dehors de la salle de réveil 2 ennemis, qui sont celui qui veut remplir pour voir et celui qui veut diurétiquer pour voir. Les deux risquent de retarder l'amélioration rénale. Le remplissage vasculaire, je pense que comme moi, vous avez souvent entendu dire, il ne pissait pas, alors on l'a rempli, et il ne pisse pas. Ou il ne pissait pas, et on l'a rempli, et il pisse. La deuxième situation, c'est assez favorable. On ne sait pas pourquoi on a mis en œuvre un traitement un peu bêtement, mais c'était le bon. Ça s'appelle un coup de chance. C'était pas très étayé. J'aurais préféré qu'on dise, il pissait pas, mais il avait très soif, sa veine cave était plate, alors on l'a rempli et il s'est amélioré. Là, ça va bien, tout à fait. Je dis ça pour ceux qui travaillent à HEGP pour le staff demain matin.
Hein, il pissait pas, on l'a rempli et ça a marché. Ben voilà, fallait prendre un ticket de loto parce que c'est ton jour. Hein. Sauf que le loto, on gagne rarement, alors que ça, c'est en gros une fois sur deux, une fois sur trois. Donc vous allez la moitié du temps faire une erreur et l'autre faire bien. Il vaut mieux étayer. Voilà. Le patient qu'on ne remplit pas, il faut le surveiller. Il a peut-être autre chose, il aura peut-être besoin plus tard, il n'aura peut-être pas besoin. Donc beaucoup de self-control et ça marche toujours. On attend et on répond. Voilà les idées de base dont je voulais vous parler brièvement. Quelle heure il est? Ouais, commence à déjà. On arrête là, sauf question? Oui. Laquelle? Si vous en avez besoin, faites-le. Bon, déjà, si un ion U, c'est qu'il y a des U, donc c'est déjà pas si mal que ça, c'est pas une anurie. Vous allez voir quoi? Pas de sodium ou peu de sodium, mais encore une fois, c'est super difficile quand on ne connaît pas l'apport sodé du patient. Et là, en salle de réveil, je vous défie de me dire quels ont été les apports sodés de cette durée. Hein, voilà. Donc, la réponse vous sera donnée dans des situations de l'extrême, c'est-à-dire 10 millimoles par litre de sodium, d'un petit sédiment, où le premier venu vous dira, bah ouais, il est vide depuis des heures, donc c'est normal. Hein, et puis voilà. Donc ça étaye l'évidence. Au passage, si vous faites un IONEU, faites toujours une clairance mesurée de la créate au passage, sur 2 heures, sur 3 heures. Ça vous permet d'avoir une petite idée du début de filtration glomérulaire. Et l'IONEU sert vraiment très peu. La clinique est beaucoup plus forte, et en particulier cette fameuse soif. Hein, chez les patients de salle de réveil, ça vaut de l'or. Vous avez l'air déçu. Beaucoup de travail pour bien faire les diurétiques.